Si vous n'êtes pas trop au courant, donc moi je suis professionnel de voyage depuis très longtemps et les premiers dimanches du confinement, donc c'était le 14 mars, j'avais pas du tout le moral et je me suis dit est-ce qu'on va reprendre de travailler dans le tourisme, etc. Et je me suis dit je vais monter un groupe de réflexion avec quelques amis dans le tourisme pour pouvoir imaginer le tourisme de demain. Donc nous étions 5 au départ. Et aujourd'hui, Respire est un mouvement qui, rien qu'en France, en est à presque 2600 adhérents, tous des professionnels du voyage. Donc, il y a des agences de voyage, il y a des hôteliers, il y a des offices de tourisme, dont certains importants, comme l'Office de tourisme italien, portugais, l'Office de tourisme de Cannes. Il y a des écoles de tourisme. Donc, on touche de manière transversale tous les métiers du tourisme et on réfléchit à comment le tourisme doit évoluer par rapport à ça. Et on a pris aussi en charge certaines thématiques comme la tourismophobie, comme le tourisme pour les personnes porteurs d'handicap, voilà, tout un tas de choses qui peuvent être connectées à ça, mais pas uniquement au Covid, mais vraiment, on est en train d'imaginer un tourisme qui soit plus responsable, plus durable, etc. Donc voilà. Et ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que ce sont que des professionnels, ce sont que des gens qui travaillent dans le tourisme et qui ont pris conscience de ça et qui ont décidé tous ensemble de réfléchir à ça. Merci Fabio pour cette introduction. Là, aujourd'hui, quelle transformation vous avez pu voir de manière un peu accélérée? Voilà, j'imagine que le digital a joué énormément de rôles. Euh, je- pas chez les clients qui eux-mêmes en fait utilisent beaucoup les outils, mais peut-être à travers les acteurs qui ont peut-être dû mettre en place des rendez-vous par vidéoconférence, des visites là encore à distance. Qu'est-ce que ça a changé concrètement auprès des acteurs? Moi, je pense que le changement principal, c'est essentiellement une prise de conscience. C'est une prise de conscience et c'est le fait d'avoir réalisé que de cette manière, nous ne pouvions pas continuer et qu'il était nécessaire de réagir. Je dirais que cette pandémie hum, n'a fait que accélérer quelque chose qui était de toute façon déjà nécessaire. Et parmi tous les mal qu'elle a pu faire, elle nous a fait néanmoins un grand cadeau qui était le temps. Parce qu'on a eu un temps posé du fait de l'arrêt de l'activité. Et donc, finalement, il y a certaines personnes qui ont imaginé, ont souhaité employer ce temps et utiliser ce temps pour réfléchir à quelque chose de nouveau et de plus vertueux. D'accord. Donc principalement, c'est lié au voyage à longue distance, à toutes les consommations qui peuvent être faites sur les croisières. C'est vraiment lié à l'aspect de transport, mais il n'y a pas d'autre prise de conscience. Le fait de voyager plus près, par exemple, justement, de redécouvrir l'Europe au lieu de voyager à 3000, 10 000 kilomètres. Est-ce que c'est vraiment que ça? Non, je dirais que ça touche un peu tous les aspects. C'est-à-dire que il y a bien évidemment. Alors, déjà, par rapport au voyage longue distance, il y a aussi, en prise en compte dans le groupe Respire, il y a aussi une commission nouvelle mobilité. Donc, déjà, on essaie de réfléchir à comment pouvoir se déplacer en réduisant un maximum l'impact carbone, en mixant éventuellement aussi les différents modes de transport. Et ensuite, bien évidemment, l'effet de la proximité est une donnée importante. Néanmoins, les gens vont encore avoir envie aussi de voyager un peu plus loin. Donc, l'idée que nous suggérons, c'est peut-être de limiter les voyages plus longue distance, c'est-à-dire ne pas les morceler pendant l'année, mais de partir moins souvent, mais plus longtemps, de manière à réduire aussi l'impact des moyens de transport, d'utiliser des vols, par exemple, sans escale, pour éviter qu'il y ait trop de dégâts aussi à ce niveau-là. Et ensuite, il y a aussi, en termes
en termes d'utilisation des services touristiques. Par exemple, même au niveau de l'hôtellerie, il faut que l'hôtellerie se réorganise et se présente de manière différente. Bon, actuellement aussi avec des espacements différents, avec une forme d'accueil différente auprès des hôtels, où il n'y a pas de contact avec les clients, etc. On réfléchit donc à comment la technologie peut aussi nous aider là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des solutions qui sont urgentes et nécessaires dès maintenant, mais ce sont des solutions qui pourront être maintenues, je le souhaite en tout cas dans le temps, pour améliorer aussi l'expérience client de tous les points de vue, c'est-à-dire d'un point de vue de l'expérience client en elle-même, mais également d'un point de vue, entre guillemets, sanitaire et en même temps aussi d'un point de vue de la durabilité de son voyage. Aujourd'hui, le monde du voyage ne peut pas faire l'impasse sur le fait de prendre en compte la durabilité de son voyage. Il faut qu'on imagine de pouvoir travailler, de pouvoir voyager autant qu'avant, mais de manière différente et de manière moins impactante pour, pour l'environnement. Parce que demain, sinon, on n'aura plus d'environnement et il n'y aura plus de voyage. Et les acteurs justement ont changé un peu leur politique en termes de communication. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils communiquent justement sur l'impact carbone en disant voilà, votre voyage va coûter à la planète tant. Et est-ce que justement c'est un argument marketing commercial qui permet justement d'indiquer aux nouveaux voyageurs qui prennent conscience justement de l'impact parce qu'ils n'avaient pas l'information. C'est que moi, quand je prends l'avion, je ne suis pas capable de me dire voilà, tiens, il y a tant de kilos de carbone qui est utilisé, dépensé quand je vais à New York ou quand je vais au Japon. J'en sais rien. Je ne me rends pas compte en fait. Comment le voyageur justement peut choisir est-ce qu'il y a des compagnies justement qui font le choix de communiquer? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un bon argument? Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire changer les choses? Alors, je ne sais pas si c'est l'argument qui va faire changer les choses, parce que chacun a une sensibilité différente et tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Néanmoins, c'est certainement un argument, à mon sens, important, parce que c'est un argument qui montre une prise de conscience de la part du professionnel. C'est un argument qui prend une prise de responsabilité aussi. Donc, nous, en tant que Respire, on préconise pas seulement de prendre conscience de quel est l'impact carbone de notre voyage, mais également le fait de pouvoir proposer des compensations carbone. Voilà. Après, tout le monde n'agit pas de la même manière parce qu'une compagnie aérienne va certainement communiquer d'une manière différente de ce que peut faire un hôtel ou un transporteur terrestre ou plutôt que quelqu'un qui organise même des visites. Mais je dirais que aujourd'hui, alors, dire que le tourisme de masse est fini, malheureusement, j'aimerais bien, mais je crains que ce ne sera pas le cas, parce que néanmoins, c'est aussi pour l'instant une question de budget et que la masse, malheureusement, permet de réduire le budget. Mais je pense que même les voyages de masse vont être repensés de manière différente. Moi, par exemple, je travaille aussi comme consultant pour un groupe hôtelier en Sardaigne, en Italie, qui a des hôtels qui sont entre autres des hôtels clubs, eh bien, leur capacité a été diminuée. Les espaces ont été réaménagés, que ce soit pour les petits déjeuners, pour les repas, que ce soit également pour tout ce qui est les accès aux espaces communs avec la mise en place des tranches horaires, etc., de manière à ce que les gens aient l'impression, en tout cas, de se sentir moins attaqués. Parce qu'aujourd'hui, il y a, au-delà d'un discours qui est purement marketing, il y a aussi un discours qui est véritablement de fond, c'est-à-dire qu'il y a une vraie crainte de la part des gens vis-à-vis de cette pandémie. Il y a une vraie préoccupation aussi parce que on n'a pas communiqué de manière très claire et on ne sait pas trop à quoi s'attendre demain
vis-à-vis de ça. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de jouer carte sur table. Est-ce que aujourd'hui, je dirais même que quelqu'un qui ne s'engagerait pas dans une démarche de ce type fait une erreur stratégique majeure. Et pour finir, je dirais qu'on on a vu récemment au niveau de la distribution, notamment, et de la production, les problèmes qu'il y a eu des groupes comme Thomas Cook, comme TUI encore aujourd'hui, et en France, qui a réduit considérablement ses effectifs. Tout cela n'est qu'une conséquence supplémentaire, même si les problèmes étaient déjà précédents et qui venaient d'autres choses, mais tout ce qui est en train d'arriver actuellement n'a fait qu'accélérer les processus et je pense qu'un modèle comme celui-ci aujourd'hui n'est plus viable, ne peut plus être proposé, tout simplement parce qu'au-delà de tout le reste, les professionnels ont pris conscience qu'il fallait changer de choses, mais surtout les consommateurs ont pris conscience qu'il fallait changer de choses, et donc il y a demande à d'autres choses par rapport à ce qu'on a proposé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des formes de labels, comme il peut y avoir par exemple pour le bio, pour permettre aux voyageurs d'identifier les agences, les tours opérateurs, les partenaires du voyage, pour être sûr en fait, que ça correspond à ses valeurs, justement sur les aspects sanitaires, sur les aspects effectivement environnementaux? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir, comme quand on consomme en supermarché, on a des signes, on voit certaines choses, on va dire on n'achète pas ce produit-là parce qu'il y a ça dedans, parce qu'il y a un composant qui est dedans, et on voit ce logo et ce logo nous rassure sur notre acte d'achat. Est-ce que comme on a des choses qui peuvent justement nous permettre de nous orienter sur nos choix? Alors aujourd'hui, dans le secteur du voyage, il n'existe pas ce type de label, malheureusement, je dirais. Donc, c'est essentiellement une question de communication. Néanmoins, il existe des groupements qui sont pas nés d'hier, avec qui, en tant que Respire, nous collaborons également, comme Voyageons Autrement, qui est un groupement de journalistes engagés et qui communiquent là-dessus, comme aussi les acteurs du tourisme durable, qui est un groupe des professionnels qui s'engagent déjà depuis longtemps là-dessus. Donc, c'est une réflexion qui est en cours. Ce n'est pas dit que ça ne soit pas quelque chose sur lequel nous n'allons pas travailler prochainement. Je dirais même que c'est nécessaire, mais à ce jour, c'est le ressort d'une démarche individuelle de chacun d'entre nous. D'accord, voilà. Écoutez, merci Fabio déjà pour cette première intervention. Je vais donner la parole à Guillaume. À tout moment, vous pouvez intervenir également, hein, Fabio, hein, sur les propos qui sont échangés. Voilà. Yeah. Donc, je vais remettre, voilà, donner C'est la bon. parole. Voilà. Merci, merci Olivier. Je pense que ce qui est intéressant, enfin moi je distinguerais plusieurs choses qui sont un peu en résonance avec ce que vient de dire Fabio. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le court et le moyen long terme et la partie consommateur et la partie professionnelle que nous sommes. Parce que ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Fabio, c'est qu'on parle beaucoup d'enjeux environnementaux, on parle beaucoup d'éco-responsabilité, mais en réalité, on est aujourd'hui dans une situation, et presque la raison pour laquelle on se parle, c'est cette pandémie et les effets de cette pandémie. Donc en fait, la question qui se pose, c'est comment est-ce que cette pandémie, enfin, les effets de cette pandémie sur notre mode de consommation va être un révélateur, à quel point c'est un révélateur, un accélérateur de tendance un peu plus long terme, et comment elles vont s'exprimer, et comment est-ce qu'effectivement il va falloir aller plus vite dans la prise de conscience qu'on a. Ce qui est sûr, quand Fabio disait qu'il n'y avait pas de label, c'est qu'on est quand même un peu, alors j'ai pas envie de dire schizophrène, mais on sait bien que l'industrie du voyage, elle est polluante. Donc c'est difficile. On n'est pas encore suffisamment mature, je pense. Et à nouveau, c'est qu'il faut mettre en perspective. Est-ce que le Covid va être un révélateur mature pour pouvoir être, je dirais, légitime, voire crédible quand on discute d'éco-responsabilité? Enfin, je pense qu'il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire que nous vivons d'une industrie qui est polluante. Alors, elle est moins polluante que les mines de charbon, elle est moins polluante que beaucoup d'autres choses, mais elle a cette image-là. Et de fait, moi qui travaille pour l'Indigo, plus il y a des avions qui volent dans le ciel,
plus j'ai de chances de faire du chiffre d'affaires. Et je ne peux pas dire, oui, mais non, on est green, on est éco-responsable. Et ça, on a une difficulté vis-à-vis de ça, c'est sûr. Typiquement, on peut avoir aujourd'hui sur les billets d'avion, vous verrez combien vous avez de kilos de CO2 qui est lié à votre voyage. Et sauf que d'en faire aujourd'hui un argument marketing, c'est extrêmement dangereux parce que les gens ne sont pas dupes et on est tous dans cette espèce de schizophrénie ou de dichotomie. Et je parle de professionnels, je parle aussi évidemment de consommateurs parce que je suis l'un et l'autre. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, OK, court terme, qu'est-ce que cette pandémie va avoir comme effet sur le voyage court terme? Moi, je pense que évidemment, à très court terme, et en tant que professionnel, je vois que le voyage est beaucoup plus domestique. Je parle vraiment pour cette saison. Est-ce que ce sera une tendance pour l'année prochaine? Je ne sais pas. On va être sur du voyage domestique, courte distance, avec des modes de consommation plus modifiables, enfin plus flexibles. Dans le sens, pas forcément dans le sens que c'est une aspiration, c'est plutôt dans le fait de se dire, s'il y a une pandémie qui reprend, est-ce que je vais pouvoir annuler mes voyages? Donc, je préfère aller moins loin, choisir choisir par exemple d'aller dans du camping ou d'aller dans des maisons d'hôtes. Ça, c'est un marché qui a repris immédiatement à partir de fin mai quand les premiers effets du déconfinement sur la saison touristique se sont fait sentir. Nous, on voit chez Liligo que la reprise, elle reprend vraiment sur des courts courriers à destination des pays qui ont clairement communiqué le fait qu'ils ouvriraient leurs frontières. Donc, le trio de tête, c'est Grèce, Espagne, Portugal. Il y a beaucoup d'autres pays. Alors, on a aussi pas mal de Maghreb, mais il y a tous ces pays-là, dès qu'on sort de cette triade de pays dont on est à peu près sûr qu'ils accepteront des voyageurs, on est plus incertain. L'Italie en fait partie, évidemment le Maghreb, évidemment les longs courriers ont quasiment disparu en termes de demande. Donc sur du court terme, on est par effet de bord sur du voyage domestique. Et qu'est-ce que ça, quand on met en regard avec le long terme, qu'est-ce que ça veut dire sur une tendance long terme? C'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça rejoint les problématiques environnementales, d'éco-responsabilité. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond. Mon sentiment, c'est qu'en fait, il n'y aura pas un effet nécessairement du Covid sur le tourisme de masse. En fait, il y a un effet conjoncturel qui fait qu'il y aura moins de voyageurs. Donc, on est sûr que cette saison-là, pour les voyagistes, elle n'est pas morte. Et ça, déjà, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 2 mois, on se disait il n'y aura pas un avion, on ne commencera pas l'activité avant septembre. Donc, déjà, là, on sent que ça nous sauve un peu la vie. Mais on est évidemment sur des chiffres qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de encore moins 75% par rapport à l'année dernière. Mais on sait qu'il y aura une saison beaucoup plus friable, beaucoup moins, beaucoup moins tendancielle. Donc, je pense que là-dessus, dès que la crise et la pandémie sera passée, sera un souvenir, alors j'ai envie de dire la nature a horreur du vide, mais surtout la nature humaine est telle qu'à moins d'avoir des changements structurels importants, typiquement beaucoup de faillites de compagnies aériennes qui font qu'il y a beaucoup moins de vols qui sont opérés, qui fait que les billets sont beaucoup plus chers, qui est une théorie. Moi, j'y adhère moyennement parce que je pense que malheureusement, on va être plutôt suscité dans le moyen terme. Le tourisme va redevenir tel qu'il était. Peut-être que ce sera dans 1 an, peut-être que c'est dans 2 ans. Et du coup, vont continuer à se poser des questions d'éco-responsabilité sur lesquelles il est évidemment clé qu'on prenne tous position. Ce qui veut quand même dire, et là je parle du côté des acteurs de l'industrie, qu'on est face à un rétrécissement de marché au fond. C'est-à-dire que comment est-ce que nous, la question elle se pose en tant que consommateur, là on est bicéphale, consommateur et professionnel, c'est comment nous on se positionne face à un marché qui va probablement être amené à être rétréci. Parce que si on veut être éco-responsable, nécessairement ça veut dire qu'il faut moins ou mieux voyager. Donc cette espèce de matrice entre masse, c'est-à-dire combien de voyageurs, dont on sait que si on continue les trends qui étaient celles depuis les 10 dernières années, avec notamment l'explosion du tourisme chinois, du tourisme à la fois domestique, mais à l'export du tourisme chinois, on sait que la massification, elle risque de continuer. Donc masse, éco-responsabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voyage mieux? Et quand on fait voler un avion, on ne peut pas le faire voler à la flotte. Donc il y a un bilan carbone qui est fort. Est-ce qu'on est technologiquement prêt à être carbone neutral sur le voyage? Et puis, rentabilité pour les acteurs. Moi, je verrais ces 3 points-là. Et la question pour le tourisme de demain, c'est de savoir est-ce qu'on va continuer avec le tourisme de masse? Je pense, à un moyen terme, oui. Un peu nécessairement. Mais ça, c'est mon intuition. C'est le fait qu'il y a des tendances et qu'on sait que le marché aérien, de l'aérien,
va doubler d'ici 2035 ou 35-40. Ça veut quand même dire que forcément, il va y avoir beaucoup plus de tourisme. Et pourtant, c'est une injonction contradictoire avec ce que nous dit la deuxième partie, qui est l'éco-responsabilité. Et pour ça, pour nous, en tant que professionnels, il y a vraiment la question au fond du business model, en fonction de ce qui se passe. Parce qu'on est très content si le tourisme continue à se massifier et qu'il y a de plus en plus de voyageurs, nous, on va être très rentable. Mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas un modèle qui est tenable à très long terme. La question, c'est le terme, en fait. Et ça, il est un peu trop tôt pour savoir quel va être l'effet du Covid, puisque c'est comme de là qu'on parle sur ces enjeux très long terme. Mais je pense que, et je doute qu'ils aient un effet à court terme. Mais on verra. Bon, moi, c'est ma question. Et en revanche, on a nécessairement la nécessité, nous, acteurs, de réinventer notre discours sans faire du greenwashing, parce que ça passe pas. Et voilà, donc on se situe un peu entre tous ces éléments d'un puzzle, au milieu duquel l'avenir est incertain à long terme, et pour des raisons avant de pandémie, et plus, comment dire, plus concernant à long terme, mais pour d'autres raisons en réalité. Pour la raison de savoir, ok, est-ce que parce que il y a plus de touristes, de consommateurs qu'on a la possibilité de voyager, est-ce que c'est bien, ou est-ce qu'on sait faire en sorte que ce ne soit pas destructeur pour la planète? Les orientations aujourd'hui, les voyageurs ne vont que dans les pays où ils sont à peu près sûrs qu'il n'y a pas de problème sanitaire, et que les établissements mettent toutes les règles pour assurer une forme de sécurité sanitaire. Et là, justement, comment le consommateur il fait pour être sûr, quand il va consommer un voyage sur un site internet, il va essayer de trouver un vol pas trop cher parce que les prix, pour certains, ont un peu explosé. Comment il fait pour être sûr justement de savoir que tel vol est sécurisé, tel séjour va être un peu sécurisé? Est-ce qu'il y a justement un peu des indicateurs? Comment il fait en fait aujourd'hui? Comment Moi, je communiquent pense. les acteurs? Alors, les acteurs de l'hôtellerie communiquent beaucoup. Disons que les acteurs de l'hôtellerie communiquent beaucoup parce qu'il y a des nouvelles normes, c'est-à-dire du gel hydroalcoolique, le fait de nettoyer plus souvent. Il y a vraiment un travail qui est fait sur l'hygiène. La même chose est faite pour les avions, pour les trains, et en fait, tout simplement, enfin, là, c'est tout bêtement, c'est que les endroits dans lesquels voyagent les gens, ou dans lesquels ils habitent dans les hôtels, sont nettoyés beaucoup plus souvent. Donc, c'est surtout ça. Après, je pense que le consommateur, à un moment, aujourd'hui, il est surtout soulagé de pouvoir voyager. Je pense qu'ils sont, j'ai presque envie de dire, il s'en fout. C'est-à-dire que le fait de dire il y aura des distributeurs de gel hydroalcoolique, ça, c'est devenu une nouvelle norme. Le fait de devoir se balader avec un masque est une nouvelle norme. Mais nous, ce qu'on voit chez nos utilisateurs, c'est qu'en fait, ils ont juste envie de voyager, quoi. Et ce qui est fou, c'est au même titre qu'on a très rapidement, on s'est très rapidement tous mis au télétravail, on est resté chez nous, on s'est confinés, et ça a été du jour au lendemain comme ça. L'effet inverse existe. Mais avec cette nouvelle norme qui est que on a l'habitude d'avoir ces nouveaux gestes, des gestes barrières. Donc, au fond, je pense que la question se pose moins que le côté, allez, ras-le-bol, maintenant je veux voyager. Alors, j'explique comme ça, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui avaient préparé, planifié des voyages, ceux qui avaient planifié des voyages, qui disent finalement on va pouvoir y aller. Et voilà, ils sont habitués à cette nouvelle norme. Ce que je ne sais pas, c'est les indécis, s'ils iront voyager en dehors de la France ou pas. Pour l'instant, c'est très faible. Il y a beaucoup de recherches. Nous, on a une explosion des recherches sur l'Illigo, mais on sait que la conversion, l'achat de billets d'avion, est nettement plus faible. C'est 50% de moins que, en proportion, ce qu'on appelle le taux de conversion. Je pense qu'il y a des gens qui sont du business dans le. Ouais, donc il y a Voilà. un vrai impact immédiat sur les voyages, même à moyen long courrier, quoi. Ouais. On va vraiment dans les pays Moyen courrier, propres oui. à la France, quoi. Et oui. Alors, long courrier, ça n'a pas complètement, enfin, ça n'a pas disparu, mais c'est vraiment très Ça réduit. En prendra fait, plus on de temps a. pour revenir, en fait, hein. Voilà. Exactement. Ça prend plus de temps. Mais en revanche, c'est pour ça que je parlais de pays, de pays dont on sait qu'ils vont accueillir des touristes. Ça, il y a des recherches. Mais la conversion, ça, c'est même pas le volume. Et maintenant, le volume, il est beaucoup plus faible. Mais sur 100 personnes qui vont regarder un billet d'avion, là où avant, j'ai n'importe quoi, il y avait 10 personnes qui achetaient un billet d'avion, aujourd'hui, il y en a 5. Alors, les chiffres ne sont pas exactement ceux-là, c'est plus subtil, puis il y a des décimales. Mais en fait, il y a de la curiosité en ce moment. Et
la question qui se pose, c'est de savoir, en fait, si avec des nouvelles annonces, et surtout, là, on va toucher un problème qui est au niveau européen, mais si plus les annonces vont être positives, si tant est qu'elles ne soient pas négatives, qu'il n'y ait pas un redémarrage de la pandémie, de savoir si les niveaux de conversion vont augmenter ou si finalement la nouvelle norme, c'est aussi ça. Et je pense qu'il y a un problème de fond là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de communication, ou alors je ne l'ai pas entendu, à niveau européen. Oui, donc on attend un peu des directives qui viennent un peu encadrer tout ça, quoi. Bah, ouais, et au-delà des directives, c'est l'effet des directives qu'on attend. C'est le côté, OK, on peut y aller. C'est-à-dire toute l'Europe est fermée. C'est compliqué d'être dans une espèce de flou total depuis en fait le déconfinement, que quand même déjà il y a quasiment un mois et demi. On dit, OK, on va pouvoir voyager, mais on n'a pas la liste des pays, mais c'est pas très clair ce qu'il faut. Et là, il manque vraiment, je sais que l'Europe n'a pas, le tourisme n'est pas une des prérogatives européennes, mais il manque cette espèce de côté, OK, toutes les frontières sont réouvertes. Ce qui n'est pas le cas partout, c'est encore. Donc en fait, les gens se disent, ça va être possible, mais il manque un peu un fait générateur où ils se disent, OK, on y va. Comment justement le voyageur il fait pour s'informer en disant voilà, par exemple, quand il y a un pays qui est un peu en guerre ou une partie en guerre, le site du gouvernement propose des informations en disant bah, cette zone est sécurisée, cette zone est moins sécurisée. Est-ce qu'il y a la même chose qui existe pour un peu garantir aux voyageurs de dire bah, tiens, quand tu vas dans cette région, là il y a des foyers qui ont été identifiés, n'y va pas. En Chine, il ne faut pas aller là. En Chine, faut pas aller là. Est-ce qu'on a aujourd'hui cette information? Est-ce que justement les opérateurs jouent le jeu de relayer les informations gouvernementaux en fait, de chaque pays? Il y a beaucoup de pages qui commencent à sortir, mais effectivement, vous avez raison, ça fait peu de temps, qui relaient cette information. Il y a quelque chose sur le site du gouvernement, sur les différents sites des affaires étrangères, mais pas forcément très clair. Plus ça va, plus on voit. Alors de fait, moi, c'est un sujet qu'on est en train de traiter pour créer notre propre page, des pages. Et sans vouloir citer un de mes principaux concurrents, mais Kayak a fait un truc qui est vraiment bien là-dessus. C'est, oui, on commence à publier les pays dans lesquels c'est safe. Alors, il n'y a pas un niveau de granularité d'information qui fait qu'on dénombre tous les clusters. On est plutôt aujourd'hui dans l'idée que la pandémie est en train de disparaître. Il y a des chiffres très contradictoires là-dessus, et on est plutôt en train de dire voilà les pays dans lesquels vous pouvez voyager au moins de manière safe, dans le sens où vous aurez un avion qui va faire la rotation, et vous pourrez ensuite, les hôtels sont ouverts, la plupart des attractions touristiques. Dans ça, on est en train de le publier parce qu'on est en train d'avoir l'information, mais l'information elle est extrêmement parcellaire néanmoins. C'est-à-dire que je pense que même le site du Quai d'Orsay n'est pas au courant exactement de tout ce qui se passe. Et ça, c'est aussi un frein pour aujourd'hui. On parle de tourisme de demain, mais le tourisme d'aujourd'hui, il est bloqué par ce manque d'information au fond. D'accord, donc le gouvernement français, par exemple, a son rôle pour aller justement chercher l'information autour de tous les pays, rassembler cette information et la redonner aux opérateurs qui pourraient ensuite communiquer sur le sujet. Il manque. Alors, le problème, c'est que pour voyager d'un pays à l'autre, il y a deux pays. Donc en fait, est-ce que c'est pour ça que je parle plutôt d'Europe, parce que la France peut dire nous, on accepte les vols au départ de la France vers des pays étrangers, mais il faut que les pays étrangers acceptent la réception. Pareil pour la France. Donc en fait, là-dessus, je pense qu'il y a un vrai enjeu européen, de dire l'Europe. D'autant qu'il y a toujours des quarantaines pour certains pays où en fait on n'est pas sûr de ne pas rester cloîtré dans son hôtel pendant 15 jours, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui fait qu'on est très, ça favorise l'attentisme, parce qu'on n'est pas en train de dire non, maintenant toutes les frontières sont réouvertes et vous pouvez voyager partout dans l'espace Schengen. Il y a des messages, mais quand les messages émanent des gouvernements, ils ne peuvent pas impliquer les autres pays. Ils parlent de la France. Ils parlent de la France qui dit on réouvre des routes vers. Alors les premiers c'était vers les DOM-TOM parce que c'est le même pays. Mais oui, vers l'Europe, en fait, on est le gouvernement français pour communiquer est dépendant du gouvernement du pays. One-to-one, quoi. C'est-à-dire que c'est un pays vers un autre pays et réciproquement. C'est pas un pays vers le reste de l'Europe, quoi. C'est toujours des liaisons entre chaque pays. C'est ça qui est exactement. Ok. J'essaie de donner à peu près 15 minutes pour chacun pour s'exprimer. Ouais. Désolé si j'étais un peu long. Non, mais voilà, il est 10h30. On va continuer avec Hélène. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Donc après toutes ces très intéressantes pistes de réflexion, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler de comment un grand tour opérateur, et en l'occurrence Sunweb Group, traverse cette crise concrètement et se réinvente
pour participer à la construction donc, du tourisme de demain, bien qu'on ne sache pas encore exactement de quoi sera fait le tourisme de demain. D'accord. Il y a Fabio qui me propose d'interagir. Voilà. Pourquoi elle n'arrive pas à réactiver le micro? Ouais, Fabio, ouais. Si, Oui, juste, je m'excuse Aileen, hein, juste un petit mot. Donc, je voudrais rebondir sur ce que Guillaume vient de dire, qui me semblait très intéressant, c'est-à-dire sur deux points particulièrement. D'une part, le greenwashing, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, communiquer pour une question d'opportunisme peut être encore pire que ne pas communiquer, parce qu'il faut que ce soit une démarche qui soit honnête et qui soit véritablement engagée, parce que sinon on risque que ce soit un boomerang encore pire que n'est pas communiqué. Et d'autre part, justement, Guillaume parlait aussi du fait qu'on n'ait pas d'indication précise de la part de tous les pays et qu'il n'y ait pas une communication homogène, même au niveau de tous les pays. Les gros problèmes aujourd'hui, même pour se déplacer et pour voyager, et je dirais même pour que les gens prennent conscience de cette situation, c'est qu'il n'y a pas une communication qui est claire, ne serait-ce que de la part des gouvernements et de la part même des autorités sanitaires d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas quand, comment. Donc, et on n'a pas de directives précises. On ne nous dit pas ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire. On nous dit qu'on peut recommencer à voyager, à transporter des voyageurs, mais si j'ai un groupe de 50 personnes, est-ce qu'il faut que je mette une place sur deux dans les cars? Est-ce qu'il faut que je mette deux autocars? Donc tout ça, ça a aussi un impact économique qui est important, mais on n'a pas d'indication. Donc chacun fait un peu à sa sauce, il faut qu'on s'invente quelque part, et c'est pour ça que je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, le fait d'imaginer une certification ou quelque chose comme ça peut être ne serait-ce qu'un début de réflexion intéressante, parce qu'au moins, ça posera les cadres. Un cadre qui aujourd'hui n'a pas été posé par personne et que de ce fait, ça met véritablement en danger tout un pan de l'économie, parce que ne sachant pas comment intervenir, ben, il y en a qui préfèrent ne pas intervenir. Il y a des hôtels, notamment, qui, du fait de ne pas savoir comment pouvoir redémarrer, ont décidé de ne pas redémarrer, alors que ce sont parfois des hôtels saisonniers et qui donc vont perdre une année de travail et ça va être une année blanche. Voilà, merci beaucoup Fabio. Je vais repasser la parole à Hélène. Merci pour votre intervention. Alors, pour juste resituer Sunweb Group, on est un tour opérateur européen dont le siège social est aux Pays-Bas et actuellement présent dans 8 pays. On produit des séjours au soleil, principalement dans le bassin méditerranéen, et des séjours au ski dans toutes les Alpes européennes et les Pyrénées en France et en Andorre. Une année normale, donc non impactée par une crise de coronavirus, pour Sunweb Group, c'est un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et environ 1 million de vacanciers. Et là où on est différent d'un tour opérateur, d'un autre grand tour opérateur, c'est que tous nos séjours sont... on est 100% B2C et 100% digital. Donc, tous nos séjours sont produits puis vendus en direct au consommateur final via l'un de nos sites Internet. On pense que c'est précisément ce business model associé à la flexibilité et à l'agilité de notre organisation qui nous permet aujourd'hui de traverser cette crise et de réfléchir, si ce n'est sereinement, en tout cas avec optimisme, à ce que sera le futur de Sunweb et aussi le futur du tourisme. Mais avant de partir dans des réflexions sur le futur du tourisme, la crise, on a dû la gérer un peu comme tout le monde dans l'urgence. Et surtout en étant vraiment aux côtés de nos vacanciers, puisqu'on avait 100 000 personnes à destination à rapatrier très rapidement et en assurant leur sécurité. Ensuite, on a dû annuler des milliers de séjours et générer des milliers de bons d'achat. Et là, c'est notre expertise digitale qui nous a vraiment aidés, puisque en un temps record, nos développeurs ont pu automatiser des process qui n'existaient pas et permettre à nos clients dès à présent de réserver et payer leur prochain séjour sur nos sites directement avec leur bon d'achat.
donc sans intervention manuelle de notre service client. Alors aujourd'hui, on est dans une phase, l'urgence passée, on est dans une phase qu'on appelle en interne le Messi Startup. Comme vous l'avez très bien évoqué, les choses changent au fur et à mesure, les informations sont difficiles à compiler. Donc ça peut être un peu Messi de temps en temps, un peu le bazar. On doit s'adapter aux ouvertures de frontières, on doit s'adapter aux réglementations, aux restrictions à destination, là où on envoie nos clients et qu'il faut communiquer à nos clients, puisque les informations sont difficiles à trouver par eux-mêmes. Et on doit aussi gérer quelques nouvelles annulations et surtout mettre en place le redémarrage des ventes. Donc là c'est vraiment notre agilité qui est cruciale. Cette agilité, on en a fait la preuve il y a quelques semaines. On pensait que les frontières danoises ne réouvriraient pas avant le 1er septembre. Et finalement, en l'espace de 2 jours, on a appris que les vols au départ du Danemark reprenaient le 27 juin. Et donc, toute l'organisation danoise qui avait été mise en pause, on a dû être capable de la redémarrer très rapidement. Et c'est ce qui fait notre force et ce qui est très utile quand on traverse une crise comme celle-ci. Donc, cette agilité, on l'a utilisée dès le début de la crise. Dès le début de la crise, on a réinventé la gouvernance de l'entreprise pour créer seulement 6 équipes internationales qui ont piloté toutes les opérations, qu'elles soient liées à la crise ou au quotidien, même si le quotidien à ce moment-là, c'était la crise. Et aujourd'hui, dans cette phase du Messi Startup, on a encore réduit ce nombre d'équipes qui gouvernent l'entreprise au nombre de 3. Et ces équipes, elles sont bien évidemment internationales, mais surtout, elles mélangent le management stratégique et l'opérationnel dans un but vraiment de raccourcir le processus de décision et de pouvoir mettre en application ces décisions très rapidement. Bien sûr, on était flexible et agile avant la crise du coronavirus, c'est ça qui nous aide à la traverser, mais c'est aussi aujourd'hui ça qui nous permet de comprendre les nouveaux enjeux, de les étudier et d'adapter notre stratégie pour le futur. Donc chez Sunweb, on travaille notamment sur 3 leviers de ce changement qu'on pense être les plus importants pour l'avenir et qui sont nos relations avec nos partenaires, nos relations avec nos clients et notre optimisation des data. On est un tour opérateur 100% B2C, donc bien évidemment, notre client est au cœur de nos stratégies et il le sera toujours. Mais aujourd'hui, on pense que ces stratégies, il faut qu'on les co-construise main dans la main avec nos partenaires. Il ne faut pas qu'on travaille chacun notre stratégie dans notre coin et que les autres s'y adaptent ensuite comme ils peuvent. Cette collaboration, on la met en place par exemple avec des groupes de travail sur des thématiques variées avec nos partenaires privilégiés. On diffuse également des webinaires à l'intention de nos partenaires. Par exemple, vous évoquiez la difficulté d'avoir des informations sur les mesures sanitaires à mettre en place pour les hôteliers. Du coup, on a fait un partenariat avec un prestataire spécialisé dans la sécurité sanitaire qui nous aide à mettre en place des webinaires pour les hôteliers ou les transporteurs afin de communiquer sur les bonnes pratiques, les meilleures pratiques qu'on souhaite les voir mettre en place pour la sécurité de nos clients. Ça peut aussi prendre la forme, par exemple, de campagnes marketing digitales qu'on va co-créer avec nos partenaires afin de ne pas se concurrencer inutilement, mais plutôt de tirer profit des atouts de chacun, vraiment dans un objectif gagnant-gagnant. Et ça me fait penser aussi à un autre exemple de collaboration pour l'avenir du tourisme, puisqu'on est engagé non seulement aux côtés de nos partenaires, mais là également aux côtés de nos concurrents, dans la formation de la classe montagne de l'école de tourisme Viaticus, où on participe à la formation du futur vivier de professionnels du tourisme qui seront, lors de leur entrée sur le marché du travail, déjà familiers avec nos stratégies et notre vision du futur du tourisme. D'accord. Merci Hélène. J'aurais une petite question. Pendant cette crise sanitaire, quels sont les services qui ont vraiment émergé chez vous? Vous parliez tout à l'heure des développeurs qui ont réinventé les outils avec une grande agilité. Qu'est-ce qui a été très vite? Qu'est-ce qui s'est accéléré chez vous en fait? Alors, tout d'abord, dans les premiers jours, vraiment, nos guides à destination ont fait un travail exceptionnel puisque c'est eux qui étaient en première ligne avec les clients. Ensuite, nos services clients également, puisque vous pouvez imaginer qu'on a eu un nombre considérable d'appels et d'emails. Les guides, c'est quoi chez vous en fait? Qu'est-ce que vous appelez les guides?
Ce sont des représentants Sunweb dans la plupart de nos destinations qui sont chargés, par Des gens exemple, dans le pays, en fait. Hein. oui. C'est ça. Par exemple, chargés d'aller chercher les clients à l'aéroport, de les conduire à leur hôtel, qui sont disponibles pendant leurs vacances en Personne sur le capitale. terrain, en fait, d'accord. Voilà. Et donc ensuite, le service client, et puis bien évidemment les développeurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour automatiser tous ces processus d'annulation, de création de vouchers, mais aussi de CRM pour informer nos clients de façon automatisée dans les meilleurs délais, puisque vu les volumes qu'on doit traiter, ça ne peut difficilement être fait individuellement. Vous avez automatisé quasiment tous les process de remboursement, enfin pas de remboursement, mais de bons d'achat renvoyés sans intervention humaine, en fait. C'est des traitements par lot très importants. C'est ça. C'est ça. Alors, sans intervention humaine, c'est contrôlé par un humain, bien sûr, mais oui, tout a été automatisé. Et vous aviez des partenaires ou vous avez fait ça vous-même, en fait? Chez Sunweb, nos développeurs sont en interne. Donc, on a une équipe en interne de développeurs. Comme on a en interne une équipe de créatifs, on travaille très peu avec des agences externes. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, Fabio, Guillaume, ou peut-être Hélène, d'autres choses à nous dire également? Je peux continuer notamment sur la partie client. Donc notre client est au cœur de nos stratégies et aujourd'hui, on veut surtout gagner la préférence de ses clients. Et ça veut dire s'adapter à leurs nouveaux besoins pendant leurs vacances, mais aussi à leurs nouveaux comportements d'achat. Donc j'ai cité juste avant forcément le besoin de sécurité sanitaire et tout ce qu'on met en place avec nos partenaires pour assurer la sécurité de nos clients. Comme vous parliez avant, ça participe aussi à la question environnementale. On est un tour opérateur, on ne peut pas nier notre responsabilité dans cette question environnementale qui ne date pas du coronavirus. Mais comme vous l'avez très bien dit, le coronavirus, c'est un peu un accélérateur de tendance. Et donc, chez Sunweb, ça fait déjà 1 an qu'on prend en charge la compensation carbone de tous les séjours packagés qu'on vend. C'est-à-dire là où c'est différent de certaines autres initiatives, c'est que ce n'est pas le client qui choisit de compenser ou non son séjour en payant un supplément. C'est vraiment Sunweb Group qui prend à sa charge sans augmenter le prix du séjour. De quelle façon ça se traduit en fait? Comment le client perçoit ce que vous faites? Vous avez un partenaire qui lui-même, on va dire, a réinvesti, en fait, rachète ce carbone en fait, hein, et va le mettre ailleurs en fait d'une autre façon. Comment ça se traduit en fait? Alors, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Climate Care, qui nous aide à calculer d'abord le bilan carbone de nos packages et ensuite, du coup, à le transformer en aspect financier et réinvestit cet aspect financier dans des projets de développement durable. Le premier sur lequel on a travaillé, par exemple, c'était un champ d'éoliennes en Inde pour créer de l'énergie verte. D'accord. Et le consommateur, donc, il sait que vous avez cette action systématiquement, chaque fois qu'il achète un voyage, il sait qu'il y aura une compensation du bilan carbone avec un partenaire. Il a cette information, en fait. Tout à fait. Alors, on communique dessus. On veut éviter, bien évidemment, le greenwashing, puisque à la base, c'est vraiment un engagement du tour opérateur. Bien sûr, c'est indispensable pour cette préférence client. Mais on ne fait pas d'énormes campagnes de publicité à ce sujet, mais c'est bien évidemment accessible sur nos sites. Vous ne le mettez pas en avant, mais vous avez quand même cette démarche. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours clients, justement, en vous disant, tiens, c'est bien, ou pourquoi vous ne travaillez pas d'autres opérateurs? Tiens, il n'y a pas de partenaire, par exemple, telle action, planter des arbres à tel endroit, enfin, je ne sais pas, mais est-ce qu'on vous a eu justement des retours clients, des échanges avec eux sur ce qui pourrait être intéressant en compensation carbone, justement? Il y a une adresse email dédiée sur la page de ce projet sur notre site, sur laquelle les clients sont libres de nous envoyer leurs questions et leurs suggestions, et auxquelles on se fait un plaisir de répondre. Et on a eu, oui, bien sûr, des retours très positifs à ce sujet. Voilà. Donc là, on est sur un argument, je dirais, qui est un peu commercial, un peu marketing, puis un peu éthique, hein, tout simplement. Voilà. Ok. C'est ça. C'est pas seulement marketing. Ça fait vraiment part ça participe à un engagement du tour opérateur qui ne peut pas nier sa responsabilité. D'accord. Quelque chose d'autre qui devient de plus en plus important avec nos clients, c'est que bien qu'on soit 100% digital, on doit créer du lien avec ses clients. Donc, avant le Covid-19, on pouvait créer des événements physiques, notamment dans le cadre de notre partenariat avec l'équipe de cyclisme, la Team Sunweb. On faisait des
des terrasses Sunweb le long des courses de cyclisme où on invitait nos clients à venir regarder la course avec nous, participer à un moment convivial. Bien sûr, cette année, avec le Covid-19, c'est plus compliqué. Donc, on a créé le week-end dernier la Journée internationale des vacances pour inviter tous nos clients à célébrer le fait qu'on puisse enfin re-réserver nos vacances et officiellement penser à notre été. Et donc, on a invité nos clients à fêter ça dans leur cercle restreint, familial ou amical, mais à le partager sur les réseaux sociaux avec toute une boîte à outils digitale qu'on a mise à leur disposition, avec des playlists de musique sur Spotify, des filtres Instagram, un hashtag pour partager cette campagne, etc. Et c'est important d'être à l'écoute de nos clients. C'est pour ça que chez Sunweb, on fait de nombreuses enquêtes et qu'on met en place des baromètres pour non seulement comprendre les attentes de nos clients à l'instant T, mais comme elles évoluent très vite, aussi monitorer des tendances et pouvoir les anticiper. Oui. Quels sont les indicateurs justement qui ont évolué pendant cette crise, que vous avez un peu plus suivi parce que vous monitorez ce qui se passe auprès de vos clients, auprès de l'ensemble de l'écosystème, et justement quels sont les indicateurs que vous suivez qui permettent justement de comprendre ce qui se passe? Alors, sont ressortis des premières enquêtes clients qu'on a menées. Et ben, ce que je vous disais, donc un vrai besoin de sécurité, c'est pour ça qu'on a choisi de vraiment s'investir dans ce sujet et de ne pas laisser les hôteliers avec lesquels on travaille seuls gérer la sécurité de nos clients. Mais comme le disait également Guillaume, c'est vrai que la sécurité, c'est important pour un certain nombre de clients, mais beaucoup sont plus inquiets finalement des prestations qu'ils vont pouvoir trouver dans l'hôtel. Est-ce que la piscine va être ouverte? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller au restaurant, etc. que vraiment des mesures sanitaires. Donc ça aussi, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on communique toutes ces informations-là, on les communique à nos clients. Donc ce qu'on a vraiment, je ne pense pas que ce soit nouveau, mais ça s'accentue, c'est un besoin de transparence et d'information envers nos clients. Ça vient aussi du fait qu'on est un tour opérateur digital et qu'on doit trouver des façons de communiquer qui ne sont pas en réel comme dans une agence de voyage physique, par exemple. Ouais, typiquement, un hôtelier qui aurait une piscine à disposition, vous lui demandez de dire si elle est disponible, si elle est ouverte, combien de temps, quelles sont les règles sanitaires appliquées à la piscine. Et ça, c'est nouveau en fait pour l'hôtelier. Il doit effectivement réapprendre un nouveau métier et à communiquer sur des choses qui d'habitude, il n'avait pas besoin de le faire, quoi. Exactement, c'est pour ça que par le biais de nos webinaires, justement, on les aide à trouver les bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir réouvrir en toute sécurité et communiquer sur cette réouverture. D'accord. On va maintenant passer aux séances de questions. Déjà, Fabio et Guillaume, si vous voulez réagir sur ce que vient de dire Hélène. J'ai proposé effectivement à l'ensemble des spectateurs qui nous regardent de poser des questions qui concernent leur propre business, voir comment vous, experts, vous pouvez effectivement les aider dans cette situation un peu complexe. Alors, je vais ouvrir les micros un peu à tout le monde pour qu'on puisse avoir, voilà. Est-ce que les micros, voilà, Guillaume, voilà. Les questions, et puis on prend les questions des spectateurs. Guillaume, je te laisse rebondir d'abord. Oui, bon, je pense qu'on peut laisser, s'il y a des questions, vu qu'il nous reste 10 minutes, si les auditeurs, spectateurs... Je peux donner la parole, je peux ouvrir les micros. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a Barbara, Caroline, Cécile, Élodie, Jérémy, Laurence, Marc, Louison, Michel, Marion, Nadia. Bon, là, vous êtes très nombreux dans le stream. Ça nous fait plaisir. Alors, Olivier, moi, je voudrais juste rajouter un petit mot à ce qu'il vient de dire Aileen, que je trouvais très intéressant. J'aime beaucoup l'idée de la Journée internationale des vacances. C'est une excellente idée, je trouve. Et je pense qu'il faudrait en faire quelque chose de générique, de général. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement Sunway, mais que ce soit quelque chose que tous les opérateurs de tourisme puissent faire en sorte pour que ça puisse le faire ensemble, pour que ça puisse avoir une caisse de résonance beaucoup plus importante. Je salue et je félicite Aileen pour cette initiative. Je ne peux que regretter, en revanche, que ce soit une initiative d'une société privée et que ce ne soit pas les instances officielles du tourisme qui aient eu cette idée et qui l'ait lancée à grande échelle.
je pense que ça nous aurait fait le plus grand bien. Et une fois de plus, je trouve que les officiels ont été tristement absents à ce niveau-là parce que je pense que les gens qui sont censés aussi légiférer sur le tourisme, qui sont censés euh, nous accompagner dans cette sortie de crise, n'ont pas conscience de l'impact de cette crise sur le tourisme et n'ont pas conscience de comment le tourisme fonctionne. Parce que aujourd'hui, tout le monde s'est acharné à dire que il faut inciter les gens à partir en France, il faut faire répartir l'économie locale, etc. Mais l'économie locale, c'est aussi beaucoup de gens qui vendent des voyages à l'étranger. C'est des dizaines de milliers de personnes qui vendent des voyages à l'étranger et qui, de ce fait, vont se retrouver au chômage technique ou au chômage tout court. Et donc, tout ça pose une question parce qu'en même temps, on nous dit, les officiels, les EDV, etc., on nous dit il faut rester en France, faire voyager en France, et en même temps, nos ministres nous disent mais, les visiteurs étrangers sont les bienvenus et on les accepte avec grand plaisir. Donc, il y a une dissonance de discours et c'est là où, effectivement, un discours au niveau plus européen aurait été souhaitable et nécessaire, à mon avis. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Je trouve qu'effectivement, on est malheureusement entre les mains des personnes qui n'ont pas vraiment conscience de l'impact de cette crise sur notre secteur. Merci Fabio. Guillaume, peut-être? Non, je peux que être d'accord. Alors, il y a une question de Cécile, c'est un point très intéressant sur une deuxième vague, probable en automne. Alors, très clairement, s'il y a une deuxième vague, ça va être très compliqué parce que je pense que déjà, on avait peut-être la capacité d'endurer, en tant que professionnel du tourisme, une première vague. Déjà, c'est compliqué, mais elle n'aura duré que 3 mois. Une deuxième vague, ça risque d'avoir quelque chose d'un peu plus profond comme problème, même si on est peut-être plus habitué. On s'est habitué très vite au confinement. Le problème d'une deuxième vague avec confinement, c'est que je pense que là, les effets seraient vraiment dramatiques parce qu'il y aurait une perte pour tous les effets dominos que ça entraînerait. Il y aurait une perte de confiance dans la consommation, dans les pouvoirs publics encore plus qu'aujourd'hui. Donc, j'espère que s'il y a une deuxième vague, elle sera contenue. S'il y a une deuxième vague qui arrive au niveau de la première vague en termes de contamination, là, je pense qu'au-delà de notre petit cas d'entreprise en travel, ça va être très compliqué parce qu'on a une capacité de résilience à une première vague. La deuxième vague, je pense que les gens vont s'en foutre beaucoup plus, très clairement, et que ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tiraillé parce qu'on voit à quel point on s'est quand même rangé au confinement, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, on a quand même accepté l'état de fait. Une deuxième, à mon avis, on est moins prêt à repartir, très clairement. Et l'impact et nous, on se prépare, c'est-à-dire que de toute façon, on aura du mal à se préparer à une deuxième vague. On aura surtout du mal, à mon avis, à pouvoir l'endurer réellement. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment dramatique. Bizarrement, je trouve qu'il y a une belle résilience qui s'est installée pendant ces 3 mois-là. Ça m'étonnerait que ça redémarre de la même façon si en octobre, on a une nouvelle vague. Très clairement, là, je serais très, très, très négatif. On a une question de Barbara de Siena qui nous demande que pensez-vous de l'évolution du tourisme d'affaires? Comment il va évoluer? Parce que tout à l'heure, en préambule, vous disiez, voilà, le tourisme de masse, voilà, finalement, il va peut-être un peu changer, mais pas trop. Mais on voit que le tourisme d'affaires est vraiment complètement impacté. Voilà, il y a plein de causes à ça, mais comment vous voyez les choses? Alors ça va être alors, on n'a pas de représentant d'une compagnie aérienne, mais je pense que pour les compagnies aériennes, le gros sujet, il est là, puisque c'est le tourisme d'affaires qui constitue les marges des compagnies aériennes. Évidemment, là, est-ce qu'on est dans une prophétie autoréalisatrice de se dire on a Zoom, on n'a plus besoin de voyager, on se parle en visioconférence? Je pense surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites en termes business qu'on aura envie de refaire et que le travel business est important. La grosse question, c'est de savoir si la réduction qu'on va forcément voir dans les prochains mois, peut-être plus liée au fait que les entreprises fassent des économies, va devenir une tendance de fond. Et ça, c'est vraiment dramatique pour l'industrie aérienne, puisque c'est
un bon tiers, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais un bon tiers des revenus, entre un tiers et 40%, si mes souvenirs sont exacts, viennent du tourisme d'affaires. Donc en fait, moi je crois un peu comme ce que je disais au départ de mon intervention, à court terme, il va y avoir une réduction. La question, c'est de savoir le plus long terme. Parce qu'à court terme, bon, il y a des boîtes qui vont probablement disparaître. Il va falloir s'adapter. Mais si on doit s'adapter à une tendance à long terme, ça va être très compliqué. Et ça, je pense que ça va être, pour le voyage, c'est le sous-jacent le plus critique. Parce que c'est quasiment de là que sortent la plupart des marges pour les compagnies aériennes. Pour les gros acteurs, le voyage d'affaires est ce qui rapporte le plus, concrètement. Et là, je pense que tout le monde est très, un peu anxieux de savoir ce qui va se passer. Et Hélène, votre avis sur le sujet? Le tourisme d'affaires, je vais pas me positionner parce qu'on n'en fait pas du tout chez Sana Group. Pas encore. Pas encore, en tout cas, oui. Et Fabio, Ben, je ne peux qu'être d'accord avec notre ami Guillaume et malheureusement, je pense que ce sera probablement le tourisme qui aura un peu plus de mal à répartir, notamment tout ce qui est MICE, tout ce qui est organisation de grandes conventions, etc. Une fois de plus, c'est toujours le même problème de fond, hein, c'est-à-dire que en absence d'informations précises et directes là-dessus, il est difficile de pouvoir imaginer comment réorganiser les choses. Et une entreprise qui doit demain organiser une convention pour 500 personnes, ben, aujourd'hui, très clairement, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment bouger. Et c'est tout un pan de notre activité qui est en stand-by, pour ne pas dire toute l'activité. Et je suis à nouveau d'accord avec Guillaume sur le fait qu'une deuxième vague serait encore plus impactante que la première, même si on a déjà fait l'expérience de la première, mais malheureusement, je suis assez d'accord sur le fait de dire que les gens n'ont pas compris l'importance de ce fait. C'est quand même la pire pandémie depuis des siècles, probablement. On n'a jamais vu quelque chose de ce type. Ça a bloqué chez soi 3,5 milliards de personnes en même temps. Donc, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, ben, si on regarde, ne serait-ce que dimanche dernier, moi, je suis à Paris, à la fête de la musique à Paris, c'était affligeant. Les gens, on avait l'impression qu'il ne s'était rien passé. partez comme avant, quoi. Ouais. Exactement. Et je suis d'accord avec Guillaume tout à l'heure quand il disait que malheureusement, beaucoup de choses vont repartir comme avant parce que les gens ont ces besoins entre guillemets, vivre à nouveau. Mais une fois de plus, c'est encore la responsabilité de ceux qui doivent nous dire à quoi se tenir. Parce que je pense que de ce fait, on pourra comprendre ou pas l'importance d'un tel événement et l'impact que cela peut avoir sur nos vies de tous les jours. Et tant qu'on n'a pas ce type d'information, mais malheureusement, on va droit dans le mur. Voilà, il est bientôt 11 heures. Je vais repasser la parole à Guillaume et Hélène pour clôturer. Voilà. Nouveau, voilà. Hop. Voilà, le mot de la fin, Guillaume, et puis Hélène, voilà. Je t'en prie, Aileen. Alors Hélène, voilà, hop. Oui, pour le mot de la fin, je dirais que effectivement cette crise, elle est difficile, mais comme le disait Guillaume, le tourisme a montré beaucoup de résilience. Et je dirais qu'on peut être optimiste, alors sous réserve effectivement de cette seconde vague, mais qu'on peut être optimiste pour l'avenir et notre capacité à rebondir pour réinventer un tourisme plus responsable et toujours aussi agréable pour nos clients. Merci beaucoup, Hélène. Voilà. Et Guillaume je ne vais pas être très original. Je pense que de toute façon, la nature a horreur du vide et qu'il y aura toujours du voyage, il y aura toujours du tourisme. Qu'il est souhaitable, mais l'exemple que vient de citer Fabio sur la fête de la musique nous prouve que c'est souhaitable, mais que ça n'aura pas un impact immédiat.
ce sera toujours intéressant de revoir cette intervention et toutes les interventions qui ont eu lieu depuis le Covid, comme s'il y avait une urgence à traiter des problèmes qui sont là depuis 50 ans et qui vont nous pourrir les 50 prochaines années, de voir si ce moment-là, ces 3 mois-là, ont un effet à long terme. Aujourd'hui, je pense qu'on est incapable de le savoir. C'est souhaitable et c'est un peu notre rôle, à nouveau un petit peu schizophrène, quand même de le porter. Je pense que c'est ce que fait très bien. Liligo est probablement le pire exemple versus mes 2 camarades d'entreprises qui ont pris conscience de ça et qui l'appliquent. Nous, on peut dire que c'est parce qu'on est plus dépendant de nos partenaires et clients, mais voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer et que espérons que cette pandémie nous accélère cette transformation. On parle beaucoup de transformation digitale. Je pense qu'il est temps de passer à une transformation presque plus mentale vis-à-vis des grands enjeux qui se présentent à nous et auxquels il va falloir s'affronter. Voilà. Écoutez, merci à tous les 3 d'avoir effectivement participé et puis donné effectivement votre ressentiment sur ces situations et puis peut-être quelques solutions. Voici. Merci à tous les spectateurs également. Donc la prochaine conférence va commencer.